Alors, bonjour tout le monde, ici Vincent Ouellette de Trois-Maisons de l'éco-ferme Le Tournant. Le printemps est arrivé, les camérisiers sont en floraison totale. On a aussi dans les fleurs les fraises sauvages, ce qui veut dire que les fraises cultivées, bien, ça s'en vient. On a également les pruniers ici, les poiriers qui commencent à fleurir, les pommiers qui vont fleurir bientôt. On a les abricotiers qui ont terminé la floraison, puis plein d'autres plants, là, dont les prunes cerises et les cerises qui s'apprêtent à fleurir. Donc, ça sent vraiment le printemps. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire une vidéo sur un type de paillage spécial qui est un paillage qui est souvent honni dans les cercles des jardiniers. Puis on va voir ensemble, on va faire le test ensemble au courant de la saison pour voir si ça peut être un paillage qui fonctionne bien parce que c'est un paillage qui est abondant, naturel et qui devrait aider nos plantes. On est ici chez les voisins en diagonale. On leur a demandé la permission, évidemment. C'est un bon truc, ça, demander la permission avant d'aller ramasser les aiguilles de pin dans la forêt des gens. Donc, on a ici une pinède. Le pin, je pense que c'est du pin rouge. Le pin, c'est un arbre qui pousse et qui a été beaucoup planté par les personnes qui avaient des terres, qui voulaient du bois d'œuvre. Pas vraiment du bois de chauffage, mais pour faire du recouvrement, différentes choses comme ça. Fait on voit qu'il a été tout en ligne. Là. Ça, c'est pas naturel. Là. Ça a été planté par l'humain à l'époque. Puis on voit ici, si on regarde ensemble au sol, on voit ici qu'on va avoir une couche d'épines de pin qui va être bien sec. Puis en dessous, on va avoir de la terre. Ça, en fait, ça, c'est les anciennes épines de pin qui sont juste tout simplement compostées. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'en prends un peu comme ça. Je vais en mettre dans mon sac. Puis ensuite, après, je vais juste un petit peu refermer ça comme ça. Mais vous allez voir, c'est assez abondant. J'imagine que j'ai pas peur pour ces pins-là. Ces pins-là, ils sont en bonne santé. Si je leur pique une coupe d'épines, d'après moi, ils vont encore continuer de croître. Et de toute façon aussi, avec le pin, ce qui est intéressant de dire, c'est que ça va être coupé, ça c'est sûr et certain. À un certain moment donné, il y a quelqu'un qui va l'acheter, qui va aller collecter des pins. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est un bois qu'on met là pendant des années pour être coupé. Donc, il n'y a aucun problème à prendre ces aiguilles de pin-là. L'autre chose intéressante, pas de tracteur, il n'y a pas de semences, il n'y a pas de labour, de travail du sol, rien. On fait juste ramasser ça, mettre ça dans un sac, puis hop, au jardin. Il y a deux théories qui disent pourquoi dans une pinède, il n'y a pas grand-chose d'autre qui va pousser que du pin. Napoléon avait fait installer une longue pinède pour justement empêcher qu'il y ait autre chose qui pousse à une époque. Et la théorie des Français, donc de l'héritage français, c'était que c'était trop acide, donc les autres choses ne poussaient pas. Et c'est entre autres pour ça que notre héritage ici québécois, on pense que les aiguilles de pin sont trop acides. Alors que la théorie anglophone, et ici on en a une belle illustration, c'est que les racines du pin sont très superficielles. Donc au lieu d'avoir la terre et avoir des racines très profondes, on se retrouve à avoir des racines très proches du sol qui font en sorte que cette ramification-là de racines étouffe le reste et empêche les autres choses de pousser. C'est pour ça, et je me fie beaucoup entre autres au jardinier paresseux, Larry Hodgson, dans ma tentative de cultiver avec du pin, parce que lui, entre autres, il montrait des photos que je pense au Vermont ou ailleurs aux États-Unis, qui sont d'origine plus anglaise, qui viennent de la pensée plus anglaise, bien, eux, ils utilisent depuis longtemps, ils font même des ballots de paille, si on veut, avec les aiguilles de pin. Alors, on a ici un paillage d'aiguilles de pin. Okay? Les aiguilles de pin, d'ailleurs, on le voit par leur forme, ils ressemblent beaucoup quand même
à du foin, à de la paille, à quelque chose qui est quand même assez fait sur le long. L'aiguille de pin, on a toujours dit ici au Québec, beaucoup en France aussi, que c'était quelque chose qui était très acide. En fait, c'est partiellement vrai. L'aiguille de pin, quand elle est verte, elle est effectivement acide. C'est quelque chose qui est assez acide, puis on ne veut pas trop acidifier un sol de jardin aussi. Sauf que l'aiguille de pin, une fois qu'elle est orange là, ou brune, puis qu'elle commence à être compostée, son taux d'acidité se retrouve entre, avez-vous une idée? 6 et 6,5. Donc, on peut dire que la neutralité totale, c'est 7. Mais 6 et 6,5, c'est acide. La neutralité est là, l'acidité est là, puis la basique, c'est ici. C'est acide, mais c'est ici. C'est juste un petit peu acide. D'ailleurs, l'eau de pluie serait acide à 5,6. C'est-à-dire que l'eau qui tombe du ciel est plus acide que les aiguilles de pin que je devrais mettre dans mon jardin. Donc, on voit que c'est pas si acide que ça. Mais l'autre chose, c'est qu'on veut mettre ce paillis-là pour faire pousser des légumes, et les légumes poussent entre 6 et 7 dans la très grande majorité. Ce qui fait en sorte que j'ai quelque chose qui est entre 6 et 6,5, donc qui n'est pas du tout trop acide. Donc, pour l'acidité, l'aiguille de pin n'est pas l'homme à battre qu'on devrait, qu'on pourrait penser. On a ici de la paille. Autour de mon jardin, autour de mes vivaces, j'essaie de couvrir le sol pour que le sol garde l'humidité, puis aussi pour faire travailler les vers de terre, pour faire travailler la vie du sol. Un sol qui est à nu va avoir moins de vie, va garder moins l'humidité, va avoir beaucoup moins d'interactions symbiotiques entre les êtres vivants, dont les plantes ou les mycorhizes, les bactéries, les vers de terre, etc. Alors qu'un sol ici qui est couvert, quand on le met, on fait juste ouvrir un peu, on voit plein de petites bébites là, qui se retrouvent en bas. On sent que c'est frais, c'est humide. J'ai un bébé ver de terre également aussi. À peu près à toutes les fois que tu vas tasser un peu de la paille, tu vas retrouver ça. Mais la paille, ça fait en sorte que ces techniques-là de jardinage sont devenues de plus en plus populaires. Et là, on a un problème sérieux au niveau de la paille. Premier problème, c'est que la paille, on veut qu'elle active la vie du sol. Mais si tu n'achètes pas de la paille bio, puis qu'il y a eu de l'épandage de pesticides sur ta paille, bien, tu te retrouves finalement à mettre des pesticides partout dans ton jardin. Ce qui est définitivement pas ce que le jardinier typique qui veut jardiner avec de la paille cherche à mettre dans son jardin. La deuxième chose, c'est que on n'a pas assez de paille bio. Il n'y en a juste pas assez. Ce qui fait en sorte que les gens se l'arrachent et que c'est vendu à prix d'or. Donc, moi, cette année, j'ai été capable de me mettre en liste avec quelqu'un pour l'année prochaine être capable d'avoir assez de paille. Mais juste cette année, j'ai été capable de commander 30 balles de paille. La personne qui me l'a vendu beaucoup moins cher que ce qui est le marché parce qu'il trouve que c'est insensé de payer 7-8 piastres la balle de paille. Il me l'a vendu 5 $ la balle de paille, ce qui est vraiment en dessous du marché. J'ai acheté 30 balles de paille, ça m'a coûté 150 piastres et j'ai recouvert, mettons j'en aurais eu besoin de peut-être 3 fois plus que ça. Fait que j'aurais eu besoin de quasiment 500 piastres de paille pour recouvrir mes cultures. Ça commence à faire beaucoup pour un petit jardinier qui fait ça pour le plaisir, pour faire un projet de vie avec les enfants, ramasser des légumes. Quand tu commences à payer 500-700 piastres de paille, bien là, tu y penses 2 fois certainement. Donc, moi, je voulais penser à une autre façon d'avoir de la paille. Et l'autre chose, c'est que cette paille-là, veut pas, c'est des tracteurs, c'est des ci, des ça. Donc, on n'est pas dans un milieu de vie qui est totalement naturel. Donc, on est rendu à étendre le paillis. Sur le sol, d'ailleurs, pour ma préparation pour mes choux, les choux, c'est une deuxième année dans la rotation, après les cultures exigeantes. Ça reste assez exigeant. Fait qu'on a mis, moi et ma stagiaire Fanny, on a mis ensemble quand même un peu de fumier. On a mis ça drette. Puis là, on en est à recouvrir le tout de paille. Ce qui est très, très, très important avant de le faire, c'est que les plantes vivaces, eux, qu'il y ait de la paille ou qu'il n'y en ait pas, leur système racinaire est bien installé.
Donc, même si tu mets de la paille, les plantes vivaces, ils vont aimer ça, puis ils vont traverser. C'est vraiment important de bien désherber, de bien enlever, parce qu'on veut mettre de la paille pour empêcher d'avoir à arroser, évidemment pour garder l'humidité, mais pour empêcher d'avoir des mauvaises herbes. Et on ne veut pas que ça devienne une nique à mauvaises herbes. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment faire le tour, puis on va recouvrir comme ça assez abondamment avant de planter. On a parti des semis intérieurs de choux, de kale, de laitue, de différentes choses. Donc, le jardinage, des fois, en permaculture, c'est du jardinage qu'on appelle du jardinage par en haut au lieu de par en bas. Donc, quand je vais arriver pour mettre mes choux, parce qu'on pourrait planter les choux, mettre la paille après, mais en fait, on va changer la logique. On va mettre la paille, puis quand je vais vouloir mettre mes choux, je vais simplement faire un trou dans la paille, je vais mettre mon chou, puis je vais replacer la paille ensuite, le paillis fait à partir de pain, finalement. Maintenant qu'on a déposé le paillis, qu'on a préparé nos planches, on est prêt à planter. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment aller à l'intérieur de ce paillis-là pour faire le transplant de semis intérieur. Merci à tout le monde et partagez la vidéo abondamment si vous voulez, évidemment. Et n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir de répondre à vos questions.